Gilles va nous parler du suivi des hépatites chroniques B. Voilà, merci beaucoup Sabine. Ok, bien. Donc on m'a demandé de vous parler du suivi des hépatites chroniques B et vous allez voir qu'on a encore un peu plus de retard par rapport aux éléments diagnostiques de l'hépatite B par rapport au VIH. Et donc je vais un petit peu discuter les différentes mesures qui me paraissent importantes pour le suivi de ces patients-là, en les mettant un peu dans le contexte des pays à ressources limitées, où les problèmes sont bien sûr un petit peu plus importants dans ce sens-là. Ce que j'aimerais d'abord faire, c'est un petit rappel épidémiologique, pour vous dire que, pour vous répéter peut-être, parce que vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises pendant cette conférence, que l'hépatite B chronique affecte à peu près 3% de la population mondiale, que ça représente à peu près 260 millions d'infections, et ça c'est beaucoup plus que le nombre d'infections VIH ou d'infections à hépatite C chronique. Et si on regarde le contexte africain, on voit que la prévalence est plus élevée. Donc si on prend en général, en gros, l'Afrique c'est 6%, mais on sait qu'en Afrique du Nord c'est moins, en Afrique subsaharienne c'est plus, et donc on a certains pays où on a au-dessus de 10% de prévalence. Je voulais aussi vous rappeler que le but qu'on s'est fixé, le but principal, c'était l'élimination des hépatites en tant que problème de santé publique d'ici 2030, et que ça demande des efforts intenses, parce que ça veut dire que le nombre de nouvelles infections doit être réduit de 90% d'ici 2030, et que le nombre de décès diminué de 65%. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la démarche de l'OMS, c'est qu'on nous a également montré des objectifs spécifiques qu'il faudrait atteindre afin de pouvoir arriver à ce but général. Et donc ces objectifs sont, et je prends là juste ceux qui ont trait à l'hépatite B, vous voyez que par exemple le nombre de diagnostics, il faudrait arriver à 90% de personnes infectées qui soient également diagnostiquées, et actuellement sur le plan global on est à peu près à 10%, et en Afrique on est à moins de 1%. Donc là il y a de gros efforts, et je pense que ça va être le point le plus important pour ces prochaines années. Et quand vous regardez les chiffres pour le traitement, c'est encore pire bien sûr, vu que 80% des patients devraient être traités, donc ceux qui ont une indication au traitement devraient être traités en 2030, et qu'actuellement on est à moins de 10%. Je montre ça parce que on est tous au clair avec le fait que ça va être compliqué d'ici 2030 d'arriver à ce niveau-là, et qu'il va falloir faire des choix. En termes de stratégie, mais également en termes de financement, en termes d'essais et de tests cliniques qu'il va falloir faire chez ces patients-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'un petit peu regarder les différents tests qui sont à disposition et lesquels sont fondamentaux pour prendre des décisions cliniques. J'aimerais aussi très rapidement parler de l'évolution de la maladie hépatique chez les personnes qui présentent une infection hépatite B chronique. Comme vous le savez, un certain pourcentage de ces patients va développer une fibrose et une cirrhose hépatique, et puis un pourcentage important également peut développer un carcinome hépatocellulaire. On sait également que dans l'hépatite B, au contraire de l'hépatite C, on a le passage direct vers le carcinome hépatocellulaire sans le développement d'une véritable cirrhose. Ça reste rare, mais en tout cas dans le contexte européen c'est rare. Dans le contexte africain, on a nettement moins de données épidémiologiques, et donc on ne sait pas vraiment à quelle fréquence ça se produit. Ce que je voulais par contre montrer, c'est que quand on donne des guidelines par rapport au monitoring clinique, eh bien, forcément, ces guidelines ne peuvent pas s'appliquer à tous les patients. Et donc, quand on est clinicien, il faut tenir compte des autres facteurs de risque pour le développement de maladies hépatiques, et il y en a plein. Il y en a plein. Quand on regarde par exemple l'aflatoxine, l'hépatite delta, qui clairement favorise aussi le développement de maladies hépatiques, le VIH, bien sûr, qui accélère la progression de la fibrose hépatique,
Mais d'autres facteurs qu'on discute nettement moins, surtout dans le contexte africain, et qui restent très très importants, la consommation d'alcool excessive et de plus en plus, et Victor nous l'a très bien démontré hier après-midi, les éléments métaboliques qui seront également un problème dans les prochaines années dans les pays à ressources limitées. Donc, il faut contextualiser également le monitoring de ces patients selon le contexte clinique et selon les différentes comorbidités. Et de l'autre côté, on a des traitements antiviraux qui, par contre, permettent de diminuer ou de ralentir la progression de la maladie vers les phases avancées. Donc réduisent, entre autres, la progression vers la cirrhose et l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Ça, ce sont des pilules de tenofovir, parce que c'est l'élément de choix, le traitement de choix actuellement pour l'hépatite B. Et c'est pour ça que quand on parle de monitoring, il faut distinguer la phase avant le traitement de la phase après le traitement. Et les éléments sur lesquels on va se focaliser sont pour certains les mêmes, mais pour certains sont également particuliers à l'une des deux situations. Et avant le traitement, on va surtout s'intéresser à la progression et à l'activité de la maladie hépatique pour déterminer l'indication au traitement. Là, c'est vraiment l'élément central, et on va s'appuyer sur différents facteurs que je vais détailler tout à l'heure. Pendant le traitement ou après le traitement, bien sûr qu'on s'intéresse également à ces paramètres de progression de maladie, mais également, surtout, à la réponse au traitement et aux effets secondaires dus à ces traitements. Voilà ce que nous propose l'OMS dans les dernières guidelines du suivi et du traitement de l'hépatite B. Et vous voyez que ces guidelines sont assez claires. Elles sont, comme je vous le disais, simplifiées au maximum, hein, parce que ça ne tient pas compte des autres éléments, mais elles sont bien simplifiées. Et j'ai décidé d'encore les simplifier un peu plus pour regrouper ces éléments en quelques groupes qui me paraissent distincts. L'idée, c'est, une fois par année, de mesurer un certain nombre de paramètres chez tous les patients. Et j'ai donc regroupé en rouge, ici, le numéro 1, les 3 éléments qui sont absolument nécessaires chez tous les patients. Hein, c'est-à-dire les patients où on doit déterminer l'indication de traitement, mais également chez les patients pour leur suivi clinique. Les transaminases, la charge virale et la fibrose hépatique. Et je ne vais pas m'attarder sur les transaminases parce que je pars du fait que la plupart des settings cliniques peuvent mesurer les transaminases. Et c'est en général pas ça le problème pour l'indication au traitement. Le deuxième groupe, en bleu, ce sont les éléments qu'il s'agit de mesurer lorsque les patients sont sous traitement, notamment la fonction rénale chez les patients sous tenofovir, et le contrôle des sérologies, notamment la perte de l'antigène HBS pendant le traitement. Le troisième élément, je l'ai mis à part, parce que c'est un élément qui est encore moins observé et plus difficile à observer dans beaucoup d'endroits et de régions, donc le dépistage du carcinome hépatocellulaire, que je vais discuter brièvement. Avant ça, je voulais vous faire part de cette image que je trouve toujours très intéressante. C'est une image qui est toujours partagée par Sanjay Bhagani, un infectiologue connu de Londres, qui m'a prêté son image, que je trouve très intéressante. Bien que ce soit une vision très simplifiée de la progression de la maladie, je trouve qu'il est important, et ça met en valeur les 3 éléments principaux. On peut comparer la progression de la maladie au train VHB. Et le train VHB, donc c'est une métaphore bien sûr, où le moteur de ce train pourrait être comparé à la charge virale, donc c'est ça qui fait avancer le moteur. Ensuite, l'inflammation, les transaminases pourraient être la vitesse à laquelle le train s'avance vers ce précipice. Et ensuite, le stade de la fibrose pourrait représenter la distance qui sépare le patient de ce précipice. Et donc je trouve que ça met joliment en valeur les 3 éléments vraiment déterminants dans la progression de la maladie hépatite B. Et je veux aussi insister sur le fait que quand on parle d'indication de traitement, on ne peut pas juste parler d'une vue cross-sectionnelle, comme on dit, et donc il faut faire, pour la plupart des patients, des mesures sur une certaine durée. Et ça, c'est illustré par une étude que nous avons effectuée il y a une année, au sein de prisonniers au Sénégal et au Togo, et où on a pu montrer qu'au sein des patients mono-infectés hépatite B, donc il y avait 13% de patients qui étaient infectés mono-hépatite B, ça représente à peu près une centaine de patients, vous voyez ici 96, ça c'est toujours compliqué hein, pour nous les Suisses, 96
monsieur et 14 femmes. Et ce que vous voyez, c'est que il y a à peu près 10%, et ça c'est un chiffre qui est assez constant selon les études, à peu près 10% des patients qui ont une indication claire au traitement immédiat de l'hépatite B. Donc les patients qui ont une cirrhose ou ceux qui ont d'autres critères selon les recommandations. Par contre, ce que je trouve que cette étude a très bien mis en valeur, c'est le 50% à peu près, donc les patients qui sont en bleu intermédiaire, là, qui ont un signe ou deux signes d'activité de la maladie, c'est-à-dire soit uniquement une charge virale élevée, ou des transaminases, ou un certain degré de fibrose, et donc des patients qu'il faut surveiller, et chez lesquels on ne peut pas juste dire, ben non, ils ne correspondent pas aux critères, donc on le laisse tomber. C'est des patients qu'il faut revoir, et qu'il faut réévaluer pour véritablement savoir si ces patients ont besoin d'un traitement. D'ailleurs, dans les guidelines de l'OMS, on dit clairement des transaminases élevées de manière répétée. Donc ça met vraiment en valeur l'intérêt de vérifier à plusieurs reprises et de suivre ces patients. Donc je vais quand même évoquer la charge virale, moins en détail que ce que Halima a fait pour le VIH. On sait tous, et ça depuis assez longtemps maintenant, que la charge virale est un élément absolument déterminant par rapport à la progression de la maladie, et notamment au risque du développement de l'hépatocarcinome. Ça, c'est une étude très connue de la cohorte Reveal en Asie, une des plus grande cohorte de suivi des patients VIH mono-infectés, qui a très bien su montrer que plus la charge virale augmente, plus le risque de développer un carcinome hépatocellulaire est important. Donc c'est indéniable. Le problème, et là vous en êtes tous bien conscients, c'est que la charge virale est souvent hors de portée, dans beaucoup d'endroits, notamment dans le contexte africain. Et je dirais principalement pour deux raisons globales. La première, c'est le fait que tout simplement la disponibilité de labos qui font la charge virale de routine est faible, principalement dans les grandes villes, dans les capitales, est faible, et la mesure est chère. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que là, clairement, il y a différentes choses qu'il faut faire, notamment du lobbying auprès des boîtes qui vendent leurs kits trop cher, etc. Et aussi la demande, vraiment le fait de pousser les gens à innover, à trouver des moyens de mesurer la charge virale de manière moins chère, notamment avec des essais in-house, etc. Mais le deuxième élément, c'est l'acheminement des échantillons vers ces laboratoires qui peuvent faire les charges virales. Et tu en as parlé tout à l'heure pour le VIH, et je pense que pour l'hépatite B, c'est également très important. Je vous donne l'exemple d'une des cohortes dans lesquelles on travaille au Mozambique. Vous voyez les photos sur la gauche, donc ce sont des cohortes rurales qui n'ont pas d'accès à la chaîne du froid, donc vous ne pouvez pas faire de plasma et envoyer ces plasmas ailleurs, c'est pas possible. Donc on a fait une étude de validation de la charge virale hépatite B sur les papiers Buvard. Vous voyez le résultat ici dans ce graphique. C'est une analyse qui vous montre, selon la charge virale dans le plasma, que vous voyez sur cet axe-là, la probabilité de faux négatifs dans le DBS. Donc ça veut dire, si vous avez par exemple une charge virale qui se trouve à peu près à 100 unités, vous aurez à peu près 20% de DBS qui seront négatifs. Par contre, si vous voyez au niveau du seuil de 20 000 unités, qui est souvent utilisé comme un seuil clair d'indication au traitement, vous voyez que là, on n'a quasiment pas de faux négatifs, moins de 1%. Donc ça veut dire qu'avec le DBS, on arrive à poser une indication, ou en tout cas avoir l'élément qui nous permet d'indiquer le traitement ou pas. Donc je pense que le DBS est vraiment quelque chose qui doit être utilisé, surtout sur les settings décentralisés, pour permettre l'évaluation de l'indication au traitement. Pour le suivi du traitement, c'est une autre discussion, mais clairement pour l'indication, et c'est ça qui est la priorité, je pense que ça peut être vraiment un test qui peut être bien utilisé. La charge virale pour le suivi des patients est aussi importante. Vous savez qu'un patient qui est sous tenofovir, il doit avoir une charge virale après une année, voire 2 ans dans certains cas. Mais on doit s'attendre à une charge virale indétectable. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu, comme le schéma le montre, de résistance au tenofovir, que ce soit le TDF ou le TAF, au contraire de la lamivudine qui clairement mène à des résistances chez la plupart des patients. Donc on doit s'attendre à une charge virale négative après une année ou voire 2 ans, selon notamment les co-infectés prennent des fois un peu plus long. Et si ce n'est pas le cas, ça nous donne un bon argument par rapport à l'adhésion thérapeutique. Chez les co-infectés, vous avez une charge virale VIH et ça vous donne déjà une bonne indication si le patient prend son traitement ou pas. Vous n'avez pas ça chez les patients mono-infectés B. Donc la charge virale, pendant le suivi, est importante également pour discuter avec le patient de l'adhérence au traitement et de voir s'il le prend. Et vous voyez à droite une méta-analyse que nous avons
effectuée récemment avec Nathan Ford de l'OMS, où on voit que dans tous les papiers, et là je vous montre seulement les résultats pour les pays à ressources limitées, vous voyez que si on regarde l'adhérence thérapeutique, donc la prise de médicaments chez les mono-infectés, elle n'est pas terrible. Hein. Si on regarde la méta-analyse, vous voyez que moins de 8 ans, encore une fois, 80% des patients prennent leur traitement de manière idéale. Hein. Donc là aussi, je pense que le suivi de la charge virale peut nous aider à distinguer ces patients-là des autres et de les aider à mieux prendre leur traitement. Parlons de l'évaluation de la fibrose hépatique. Et je pense que là, on a aussi un gros problème. L'OMS nous demande de faire l'APRI pour les patients, là où il n'y a pas d'autres mesures possibles. Ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que l'APRI, bien sûr que c'est mieux que rien si on n'a rien d'autre. Et donc il faut le faire si on n'a rien d'autre. Mais on ne peut pas être content de l'utilisation de l'APRI dans ce genre de setting-là. Je pense qu'il faut absolument pousser et faire du plaidoyer pour qu'on ait accès à d'autres mesures de la fibrose que le FibroScan qui est vendu très cher, etc. L'APRI rate la majorité des patients qui ont une cirrhose. Ça, c'est quelque chose qui a très bien été montré dans plusieurs cohortes. Vous voyez ici, les gens qui ont une cirrhose, c'est les Ishak 5 et 6. Et vous voyez que la majorité de ces patients-là sont sous le seuil de 2 d'APRI qui est censé nous définir la cirrhose. Donc on rate la plupart des patients. Donc ce n'est pas acceptable de rater plus de la moitié des patients qui ont une cirrhose et donc une indication claire au traitement hépatite B. Donc ça, c'est une limitation très importante. C'est pour ça qu'il faut absolument s'orienter et essayer de trouver des solutions pour s'orienter vers de meilleurs tests diagnostiques, notamment le FibroScan, qui est bien sûr cher, qui demande du courant, ce qui n'est pas une évidence partout, mais qui est facile à utiliser. Ça, il faut clairement le dire. Et ça, c'est l'exemple d'une infirmière en Zambie que nous avons formée et qui a effectué maintenant plus de 3000 mesures, qui est très fiable. Et donc, on ne doit pas être médecin pour faire du FibroScan. Hein, et vous voyez que les cut-offs ont été évalués aussi chez les patients co-infectés. Ça, c'est une étude chez les patients co-infectés qui montre que les cut-offs peuvent être un peu plus bas chez les patients co-infectés B. Donc il y a des études de validation et clairement, on doit tendre vers cette mesure-là de manière plus large. La perte de l'antigène HBS, je vous parlais des mesures chez les patients qui sont traités. Là, je m'adresse surtout un petit peu aux hépatologues parce que c'est vrai qu'on a tendance et on sait que au sein de cohortes de patients mono-infectés B, c'est un élément qui est rare. Hein, on sait que la perte de l'antigène HBS, là je vous ai mis une série qui est très bien résumée dans ce papier tout récemment publié, qui nous montre un peu les cohortes vraie vie, donc pas les essais randomisés, les cohortes vraie vie, et qui nous montre les résultats selon les cohortes et les traitements. Donc ça c'est quasiment tous les patients sous tenofovir ou entecavir. Vous voyez que plus du 90% des patients ont une charge virale indétectable à 3 ans, ce sont des résultats à 3 ans. Mais vous voyez que sur 3 ans, à peu près 1% par année des patients perdent leur antigène HBS. Ça, c'est un chiffre qu'on peut se mettre dans la tête, 1% par année. C'est à peu près ce qu'on voit dans la plupart des cohortes d'hépatite B mono-infectées. Mais je pense que la situation chez les co-infectés est différente. Et il n'y a pas beaucoup d'études qui l'ont montré jusqu'à ce jour, mais je tiens à vous montrer des résultats préliminaires de notre cohorte en Zambie, où on suit 300 patients co-infectés VIH, VHB, et on a clairement une tendance à voir plus de perte d'antigène HBS chez ces patients-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que si vous regardez les patients qui débutent un traitement antirétroviral à base de tenofovir avec des CD4 bas, et bien chez ces patients-là, on a à peu près 15% des patients qui, durant les 2 premières années, perdent leur antigène HBS. Et ce sont des tests qui sont validés avec une mesure d'antigène HBS sur 2 tests différents. Et on a également effectué la validation de ces 2 tests au sein de cette cohorte-là. Et donc, c'est assez fiable. Hein. Et vous voyez que c'est nettement plus. Et l'idée là derrière, c'est que chez ces patients qui commencent le traitement avec une immunité cellulaire très basse, eh bien avec le traitement antirétroviral, on a un boost de cette immunité cellulaire qui permet, comme chez l'adulte sain de 30 ans qui acquiert une infection hépatite B aiguë, eh bien, de se libérer de cette infection-là en termes de perte d'antigène HBS, donc de cure fonctionnelle. Et c'est un élément important qui doit bien sûr être confirmé dans d'autres cohortes, mais je peux vous dire également que dans la célèbre cohorte VIH suisse, des résultats préliminaires vont dans le même sens. Donc on a un intérêt d'étudier chez ces patients qui ont cette perte de l'antigène HBS plus fréquente, quels sont les éléments déterminants pour ensuite aussi trouver des solutions, peut-être de traitement pour les patients mono-infectés.
très rapidement la toxicité rénale. On en a beaucoup parlé. Et là, je pense qu'il est tout à fait clair, ça c'est une méta-analyse qui a été publiée il y a quelques années, qui montre qu'on a chez tous les patients, chez tous les corps de patients VIH sous tenofovir, une diminution de la clearance à créatinine qui n'est pas dramatique hein, en général, qui va jusqu'à une dizaine de millilitres par minute. Donc pour la plupart des patients, ce n'est pas vraiment un problème. Hein. Donc ce qui a mené aussi les guidelines de l'OMS à dire, voilà, même si vous ne pouvez pas monitorer la fonction rénale, commencez tout de même le tenofovir. Par contre, on sait que dans une petite proportion des patients, et ça on l'a montré dans notre cohorte en Zambie, on a analysé la fonction rénale auprès de 60 000 patients, et où on voit que chez les patients sous tenofovir, ici, après une année, vous avez à peu près 2% des patients qui développent une insuffisance rénale modérée ou sévère. Donc, c'est rare, mais ça existe. Et ça, c'est une indication à stopper le tenofovir, ou à le donner d'une autre manière. Donc, je pense que c'est vraiment très important de tout de même mesurer la fonction rénale, même chez les patients monoinfectés, parce qu'il y a des clairs rapports et des études en Europe qui montrent un trend assez similaire chez les patients monoinfectés. Donc ce n'est pas qu'une question des patients co-infectés. Je finis dans le survol de ces différentes mesures avec le dépistage du carcinome hépatocellulaire, qui est clairement dans toutes les recommandations, notamment américaines, européennes, etc. Et donc, c'est une mesure qui doit être faite chez un certain nombre de patients qui ont une infection hépatite B chronique. Maintenant, les recommandations sont compliquées. Hein, elles sont toujours compliquées, principalement parce qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données d'essais randomisés sur le bénéfice du dépistage du carcinome hépatocellulaire chez les patients hépatite B, sauf une ou deux études asiatiques d'assez mauvaise qualité, donc qui ne nous permettent pas de vraiment définir cela. Et si on pose tous ces critères-là, pour moi, le plus important, c'est nos patients qui ont une activité de l'hépatite B, ils sont sous tenofovir. Et donc, ils ont une charge virale indétectable sous tenofovir. Donc, ces patients-là, est-ce qu'il faut les dépister ou pas? Et ça va être notre préoccupation majeure de ces prochaines années. Tous les patients co-infectés sont sous tenofovir, et donc, la plupart ont une charge virale indétectable. Qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là? Est-ce qu'il faut les dépister ou pas? Et donc, dans une grande cohorte européenne, on est en train de regarder un petit peu cela. Et ce qu'on voit, et je vous montre les patients qui sont ici sous tenofovir, au sein de 3600 patients co-infectés, donc c'est une grande collaboration de cohortes européennes, qui inclut la cohorte suisse, on voit que le risque de développer un carcinome hépatocellulaire sur les 8 premières années de tenofovir est stable. Ça veut dire, vous commencez le tenofovir, votre risque, c'est le risque que vous avez au départ. Si vous avez une cirrhose en débutant votre traitement de tenofovir, le risque il va rester le même, donc il faut vous suivre. Par contre, si vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous n'avez pas de cirrhose, pas de transaminase, probablement que votre risque sous tenofovir ne va pas augmenter de manière claire, et donc vous n'avez pas besoin de dépistage. Et donc ça pose l'importance de l'image clinique au départ du traitement, et qui nous permet ensuite de définir ces stratégies. Mais ça, c'est du travail qui est en cours et on n'est pas encore exactement au clair de quel patient il faut screener. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on n'a aucune donnée épidémiologique sur le long terme d'Afrique. Il y a une étude en Gambie, l'étude Prolifica, mais il y a extrêmement peu de cas, moins d'une dizaine de cas, donc ce n'est pas suffisant pour mettre des guidelines en place. Et donc, voilà. Et donc toutes les personnes qui ont envie de faire de l'épidémiologie dans ce domaine-là, je pense que ça, c'est vraiment un élément hyper important, mettre en place des programmes de dépistage du carcinome hépatocellulaire au sein de cohortes hépatite B. Et l'aspect intéressant, je trouve, vient du fait que sous tenofovir, charge virale, moins d'hépatocarcinome, mais les patients qui perdent leur antigène HBS, et ça a bien été montré dans une étude asiatique, les patients qui perdent leur antigène HBS, qui sont ici en bleu, ont encore une fois une réduction de leur risque de développer un hépatocarcinome par rapport à ceux qui ont juste une charge virale indétectable ici. Mais ce n'est pas un risque zéro. Et ça veut dire là aussi, encore une fois, les patients qui perdent leur antigène HBS, chez ceux-là aussi, il va falloir déterminer s'il faut continuer à les suivre ou pas. On sait que le risque n'est pas zéro. Donc, vraiment une situation complexe qui mérite toute l'attention. Et c'est possible. En Zambie, on a commencé à mettre en place un programme de dépistage. C'est possible, on le fait. On a 400 patients qui sont suivis tous les 6 mois pour faire une échographie. C'est une échographie. Mais c'est un immense challenge parce que dès que vous demandez à des patients de ne pas aller à leur clinique de suivi VIH, mais d'aller au CHU ou ailleurs, ça devient compliqué. Donc finalement, dans cette étude pilote, on amène les patients en bus au CHU pour qu'ils fassent leur échographie, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le plan général. Donc il va falloir trouver
des solutions, notamment d'amener l'échographie par des manières simples au niveau des centres périphériques. Voilà, j'aimerais terminer en essayant de résumer, parce que c'est sûr que ce n'est pas évident de donner des recommandations claires, mais j'aimerais encore une fois résumer tout ça en disant que les 3 mesures fondamentales pour l'approche et le suivi des patients qui ont une infection hépatite B, où que l'on soit, c'est les transaminases, la charge virale et l'évaluation de la fibrose hépatique. Ça, ce sont des mesures absolument déterminantes partout où l'on est. Et suivant l'indication au traitement, on met les gens sous traitement et ensuite il faudrait faire un antigène HBS, et ça c'est facile à faire 1 fois par année. Quand les patients sont sous traitement, c'est important parce que s'ils perdent leur antigène HBS, on peut stopper leur traitement, hein, si c'est des patients qui sont traités uniquement pour leur hépatite B. Et puis finalement, toute la problématique du dépistage du carcinome hépatocellulaire qu'il faut faire tous les 6 mois. Il n'y a aucune évidence que de le faire 1 fois par année, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec l'aspect épidémiologique, ça a à voir avec le développement, la vitesse du développement du carcinome hépatocellulaire, et on l'attrape dans les phases précoces quand on fait le dépistage tous les 6 mois. Voilà. Mais bien sûr, ça, ce sont des recommandations générales, et il y a des populations où il faut, bien sûr, voir et mesurer ces éléments de manière plus fréquente. Et donc là, on parle de 3 à 6 mois, notamment, et je dirais par exemple chez les patients cirrhotiques, c'est important de les voir plus vite, les patients durant leur première année de traitement, après l'arrêt du traitement, bien sûr, parce qu'on a un petit risque d'un effet rebond qu'il faut aussi pouvoir dépister, et bien sûr ces patients dont je vous ai parlé au début, qui n'ont pas une indication claire au départ du traitement, mais qu'il faut revoir. Les patients co-infectés également, on a l'impression, et ça de toute façon pour l'infection VIH, on les voit également plus fréquemment. Voilà, j'espère que j'ai pu résumer un petit peu les éléments importants du suivi des patients VHB, et puis je suis ouvert à toute question. Merci. Merci beaucoup Gilles pour cette magnifique présentation que j'ai trouvée très claire et très synthétique. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour des questions. Est-ce qu'il y a une question urgente ? Merci Gilles pour cette belle présentation. Étant entendu que ça va être difficile d'avoir un maillage de FibroScan, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut garder quand même la séquence à prix en utilisant plutôt la valeur prédictive négative au seuil de 1 pour screener les malades et faire un premier tamis pour les orienter pour faire un FibroScan? Je pense que c'est vraiment une bonne remarque, et je suis d'accord que pour l'instant, il va falloir se baser sur ce genre de paramètres-là. C'est sûr qu'on rate nettement moins de patients qui ont besoin d'un traitement, hein. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas non plus, je pense, dans le contexte de ressources limitées, où il faut un petit peu regarder quels patients on met sous tenofovir et lesquels on ne met pas. Si vous avez un patient qui aura un APRI de juste au-dessus de 1 et qui n'a pas d'autres signes de maladie, ça va être difficile de le qualifier comme cirrhotique et puis de lui donner un traitement. C'est ça un petit peu qui pose problème. Donc je pense que pour une méthode de dépistage de base, et de se dire, voilà, tous ceux qui ont plus de 1, il faut qu'on fasse quelque chose de plus. Je pense que ça peut être valable. Mais là, après, il faut décider ce qu'on fait de ces patients-là exactement. Est-ce que vous allez faire une échographie peut-être chez ces patients-là? Est-ce que vous allez vous fier sur les autres mesures? Mais je pense que de se fier uniquement sur un APRI de 1, je pense qu'on ne peut pas le faire. Alors qu'on peut le faire avec l'APRI de 2, parce que là, on sait qu'on est assez bon pour ces patients-là, chez ceux-là. Mais ça ne peut pas être l'unique déterminant. Donc effectivement, et je pense que la seule manière d'y répondre, c'est d'évaluer cela dans des cohortes prospectives, observationnelles. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Il faut qu'on avance. On a pris du retard. Excusez-moi. Je vais vous présenter le prochain intervenant. Il s'agit de Eugène Messou, qui travaille à Abidjan, Côte d'Ivoire, et qui va nous parler de l'amélioration de l'issue virologique des traitements ARV.